Et bonjour. Alors, je tiens à vous souligner que c'est avec un grand intérêt que je participe à ce colloque aujourd'hui, hier, j'ai fait celui-ci également, parce que l'insertion professionnelle, et comme en a parlé Mme Parent, m'intéresse, c'est un sujet qui me tient à cœur beaucoup. Et j'en profite aussi pour remercier tous les membres du colloque qui nous permettent de pouvoir échanger sur la question, puis d'essayer de tenter de trouver des solutions susceptibles d'améliorer les conditions actuelles de l'intégration du niveau personnel enseignant. Alors aujourd'hui, pour ma part, je vais vous parler de ma thèse, qui c'est tout chaud. Alors, je vais vous parler de ma recherche, dans le fond, qui portait sur l'expérience de la première année d'enseignement chez les enseignants du primaire. Alors, je vais aborder le sujet en 3 volets. Je vais tenter d'être concise, je n'entrerai pas dans tous les détails d'une thèse, mais de façon que je souhaite que ce soit intéressant pour vous. Alors, je vais aborder d'abord, je vais faire un bref rappel de l'état de la situation de l'insertion professionnelle, puis pour situer aussi la pertinence de mon étude. Ensuite, je vais vous parler un peu de la perspective philosophique à partir de laquelle je me suis inscrite pour explorer l'expérience des enseignants qui ont débuté, puis vous parler un peu de la méthode, sans entrer dans les trous des détails, mais pour comprendre un peu où j'en suis arrivée avec les résultats, comment j'en suis arrivée avec les résultats. Puis ensuite, à partir des résultats obtenus, je vais formuler des recommandations qui m'apparaissent pertinentes pour améliorer les conditions actuelles de la situation des enseignants. Alors, allons-y. Bien que plusieurs personnes dans la salle connaissent déjà l'état de la situation de l'insertion professionnelle, il est plus intéressant de faire un bref rappel sur des faits marquants qui nous permettent de répondre à la question pourquoi s'intéresser à l'insertion professionnelle des enseignants et des enseignants. Alors, on peut d'abord, ce qui est important, c'est de retourner à la fin des années 80, début des années 90, au moment où le ministère de l'Éducation a entrepris un processus de consultation qui a conduit, dans le fond, à reconnaître l'insertion professionnelle comme une priorité sur laquelle il fallait vraiment se pencher. À cette époque-là, des études avaient montré, notamment une importante dans les années, une personne qu'on connaît, Thérèse Huneau, avait démontré que la mise en application du système de probation n'était pas efficace. Dans le fond, le processus d'accompagnement et d'évaluation comportait beaucoup de lacunes, puis on observait des ruptures aussi dans la progression des apprentissages des enseignants qui débutaient entre la formation initiale et l'exercice de la nouvelle profession. Donc, à ce moment-là, et c'est là qu'on a considéré que l'insertion professionnelle est devenue le deuxième volet de la réforme de la formation qui a été amorcée en 1992. Le premier, c'était la formation initiale, et le troisième volet, c'était la formation continue. Donc, c'est à ce moment-là plus précisément en 1994, qu'on assiste au programme qui passe de 3 ans à 4 ans. Et voilà. Et progressivement, on retire le stage probatoire. Mais depuis le stage qui a été retiré, le stage probatoire, il n'y a aucun document officiel, on le sait, aucun document officiel n'a été présenté pour inviter les commissions scolaires à établir des projets d'action pour encadrer, pour accompagner la relève et puis enseignante. Et là, les commissions scolaires se sont retrouvées devant peu de moyens efficaces, peu de précision aussi pour les orienter leur accompagnement. Et on peut se rappeler aussi qu'à ce moment-là, c'est un moment où, avec la réorganisation des commissions scolaires, avec les fusions, la réforme qui arrivait également au primaire et au secondaire, donc finalement, l'insertion professionnelle, on peut dire que ça a été mis aux oubliettes. C'était reconnu comme important, mais on l'a mis un peu de côté. Donc, au début des années 90, on reconnaît que c'était une priorité, mais peu de dispositifs sont mis en place. Dans le fond, l'intégration repose sur des initiatives des institutions pour accompagner le mieux qu'on peut. Alors, l'unique changement officiel, on peut parler que c'est la 4e année de formation. Toutefois, on le sait, on ne peut pas la considérer comme la réponse unique pour aider à en arriver à répondre aux besoins des enseignants qui débutent. Le taux de décrochage des enseignants débutants et le renouvellement massif inquiètent de plus en plus. Puis actuellement, on le sait, vous le savez, l'insertion professionnelle est encore une situation de problème qui perdure. Par chance, dans certaines régions du Québec, il y a quand même des comités qui ont été formés pour accompagner les enseignants, et ça malgré, comme le soulignait le prof récemment, qu'il n'y a aucune
décision nationale qui a été prise à ce sujet-là. Alors, pour ma part, bien, c'est le côté sombre de l'entrée dans la profession qui m'a amené à faire mon étude. Lorsqu'on se documente sur la question, on se rend compte que depuis plus de 40 ans, l'entrée dans la profession est considérée comme une expérience angoissante et déroutante. Le passage de la formation initiale à l'exercice de la profession est généralement décrit dans ce qu'on lit jusqu'à maintenant comme une étape de la carrière qui est difficile et cruciale. On dit que c'est difficile parce que l'enseignant se sent démuni devant les nombreuses responsabilités et la complexité de la tâche, doit souvent trouver seul des stratégies pour s'en sortir, et on dit aussi bien que l'enseignant constate que son expérience ne correspond pas tout à fait à ses attentes. On va dire que c'est crucial cette année, c'est les premières années, puisque cette expérience peut influencer l'image que l'enseignant a de lui-même, puis présenter des risques d'affecter la qualité de son enseignement et également de déterminer s'il va rester ou quitter la profession. Mais on se retrouve finalement comme si c'était une situation problématique qui perdure qu'on n'arrive pas à solutionner, puisque depuis 40 ans, puis même plus, M. Tardif en a parlé hier, c'est une situation qui perdure. Pourtant, il faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, il y a des transformations, des changements importants qui ont eu lieu. On n'a qu'à penser aux stratégies de formation à l'université qui s'inscrivent dans une démarche d'analyse réflexive et une perspective de formation continue. Il y a la prolongation du programme de baccalauréat et l'augmentation du nombre d'heures de pratique, il faut le reconnaître. Il y a la création d'un partenariat aussi qui est plus marqué entre l'université et le milieu scolaire. Puis il y a le perfectionnement aussi des pratiques d'accompagnement chez les enseignants associés. Bien que ces changements étaient quand même, s'adressaient davantage à la formation initiale, leur mise en œuvre, c'était pour aider le passage de la formation universitaire à l'exercice de la nouvelle profession. Et on pourrait dire qu'il est légitime de penser qu'avec ces changements-là, il pourrait y avoir des incidences sur la façon actuelle dont l'expérience se vit. Sauf que, bien que c'est un sujet qu'on parle beaucoup, il y a peu d'études récentes, je pourrais dire de moins de 10 ans, qui permettaient de clarifier la situation actuelle là, chez les enseignants, entendre le discours des enseignants qui débutent, et c'est ce qui m'a amené à entreprendre mon étude, la recherche. Alors, c'était le but, c'était de comprendre plus à fond, me rapprocher des enseignants et de comprendre plus à fond comment l'expérience de l'entrée dans la profession enseignante est vécue actuellement par les enseignants débutants. Mes intentions, c'est d'offrir une compréhension renouvelée de la situation dans le but d'assurer une plus grande cohérence entre le développement de nos pratiques, ce pourquoi on se prend aujourd'hui au colloque, donc les pratiques d'accompagnement et les réels besoins des enseignants. Et également, mais pour améliorer leurs conditions d'intégration, puisque ce n'est pas facile, et ça ne se déroule pas de façon harmonieuse, et aussi pour favoriser leur développement professionnel et la qualité, bien sûr, de l'enseignement. Alors, comme toute bonne recherche, je vais vous faire un petit peu d'épistémologie. Ça ne répondra pas pour clarifier au complet à ce que c'est la phénoménologie herméneutique, mais ça va vous permettre un peu de comprendre dans quelle perspective je me suis, dans le fond, quelles lunettes j'ai prises pour comprendre cette expérience-là. On peut l'observer de différentes façons, mais moi, c'est le courant de pensée qu'on appelle la phénoménologie herméneutique. Dans le fond, l'intention principale, c'est de comprendre les phénomènes humains. Alors, la part de la phénoménologie, elle s'intéresse à comprendre le sens de l'expérience qui est vécue, mais ce qui est important, c'est tel que rapporté par la personne qui vit l'expérience. Alors, c'est ce que j'ai tenté d'aller voir. Et la part de l'herméneutique, elle, elle s'intéresse à expliciter le sens de la compréhension, dans le fond, que la personne a de son expérience vécue, mais à la lumière de ce qu'on appelle dans cette philosophie une structure fondamentale de l'être au monde. Dans le fond, c'est une structure, c'est la manière générale des êtres humains d'exister. Ça a été comme ma grille de lecture, puisque les êtres humains, on est tous différents dans nos façons d'interpréter, bien cette structure fondamentale des êtres humains, de la façon d'exister des êtres humains, m'a aidé à avoir des points de repère plus précis. Puis plus précisément, justement, j'ai simplifié un peu ce modèle, cette structure fondamentale, qui est composée de 3 axes.
Dans le fond, le rapport à soi, le rapport au monde et la manière de ressentir et de comprendre ce qu'on vit. Dans ce courant de pensée-là, ce qu'on dit, c'est que, dans cette perspective philosophique-là, on dit que peu importe notre situation historique, culturelle et sociale des êtres humains, on est tous concernés dans notre manière d'exister et de ressentir, de comprendre ce qu'on vit par ces trois composantes-là. Et on dit aussi que si on veut comprendre dans sa globalité une expérience qu'on vit, bien, il faut tenir compte de l'interrelation qu'il y a dans ces trois composantes-là. Donc, en adoptant cette posture-là de chercheur, bien, ça m'a permis de comprendre comment se manifestait le rapport à soi de l'enseignant dans leur première année d'enseignement, leur rapport au monde de l'enseignement et leur manière de ressentir, de comprendre leur expérience. Puis, voilà, c'est une façon d'observer, dans le fond, d'aller explorer sans a priori théorique. Donc, on parle, on laisse parler la personne de ce qu'elle vit et on essaie de comprendre d'interpréter le plus près de ce qu'elle aurait senti ou compris possible. Voilà comment j'ai procédé ici. Je ne vais pas entrer dans les détails, je crois que c'est plus les résultats qui vont vous intéresser. Mais quand même, pour comprendre un peu à quoi la nature, dans le fond, des résultats, à quoi ça peut bien ressembler. Avant même, je vais vous préciser que il y a eu 5 enseignantes qui ont été sélectionnées de façon aléatoire, les enseignantes du primaire. La collecte des données s'est effectuée durant toute leur première année d'enseignement. Et il y avait des instruments, il y en avait 3 de collecte de données. C'était leur journal personnel, une description personnelle écrite qui m'ont remise à la mi-parcours et des entretiens en profondeur. Donc, à partir de ces instruments-là, il y a un travail d'analyse qui a été fait. Donc, les noms, ici bien sûr fictifs, en amont de ces noms-là, donc toutes les données qui ont été colligées sont en amont. Et là, les étapes d'analyse, les procédés à un certain travail d'analyse. Mais l'important ici, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai obtenu 5 descriptions que je considère quand même assez riches au niveau de la façon dont elles ont vécu leur expérience, qui était, que moi j'ai appelé spécifique à chacune des enseignants. Alors, je crois que ça peut être quand même du matériel intéressant pour des futurs enseignants, des enseignants qui débutent, mais aussi des enseignants associés qui accompagnent pour mieux s'imprégner de ce que des enseignants qui ont débuté récemment, qu'est-ce qu'ils ont vécu durant leur première année. Et moi, puisque je voulais interpréter leur compréhension, mais dans le fond de leur expérience à la lumière de la structure fondamentale dont je vous ai parlé tantôt, il y a eu un travail d'analyse qui s'est poursuivi et qui m'a amené à faire une synthèse. En somme, on peut dire ça comme ça, une synthèse des éléments essentiels des expériences des 5 enseignants. Alors, si je reviens à une structure, les résultats, donc grâce à cette façon d'interpréter, il a été possible de faire ressortir des composantes qui sont apparues, composantes de l'expérience, qui sont apparues favorables et d'autres non favorables au développement professionnel et à la maîtrise des nouvelles responsabilités. Alors, pour chacun des pôles, des composantes, bien, c'est ce que je vais vous présenter dans les diapos qui suivent, là, au niveau des résultats. Je vais commencer par le rapport à soi parce qu'il est particulier. Comme vous pouvez voir, c'est indiqué que des composantes favorables. Alors, effectivement, on est dans le plus concret. Alors, effectivement, l'analyse des données a permis d'identifier que des composantes favorables au niveau du rapport à soi. Et je trouve ça important de le partager avec vous parce que c'est quelque chose qui est rarement souligné dans les études quand on parle de l'insertion professionnelle. Et cette transformation-là positive, qu'on peut dire, c'est effectué, c'est manifesté sur le plan affectif et cognitif. Puis, ça ici, c'est des exemples de ce qui ressortait. Par exemple, une connaissance plus concrète des composantes de son travail, représentation plus explicite du contenu des matières enseignées, plus grande implication dans le processus d'apprentissage et dans l'évaluation des élèves, plus grande facilité à gérer les imprévus, moins de crainte devant les inconnus. C'est sûr, c'est sur l'année, moi, je n'étais pas ponctuelle comme façon d'aller explorer.
c'est durant toute l'année, et ce qui est ressorti au terme de leur année, ce sont ces manifestations-là. Adaptation à son nouvel univers professionnel, conception de la profession qui était plus signifiante, identification de ses priorités relatives à la pratique éducative, donc qu'est-ce qui me convient moins, plus grande confiance en soi, une meilleure connaissance de soi aussi. Il y a eu des satisfactions, des grandes fiertés, prise de conscience de ses apprentissages et des compétences à parfaire, puis une vision positive de son expérience passée et à venir aussi vers quoi il s'en allait. Celles-ci sont des composantes de leur expérience qui avaient un effet favorable sur leur rapport à soi. Probablement que, parce que moi, de la façon que j'ai exploré, en ayant les deux autres éléments, et c'est ce qui a amené à faire ressortir cette transformation positive-là. Parce que malgré cet apport positif-là, des composantes de l'expérience sont apparues comme nuisibles au développement et d'autres ont été plutôt favorables. Il y en a qui ont plutôt nuit au développement du développement professionnel. Et ces composantes, vous l'avez vu, elles se retrouvent au niveau des deux autres dimensions. En somme, l'analyse a clairement montré que c'est l'interrelation qui semble s'établir entre les caractéristiques personnelles de l'enseignant qui débute et la nature du milieu dans lequel il est appelé à évoluer. C'est l'interrelation qui est entre les deux qui fait que l'expérience va être un peu plus facile ou un peu plus difficile. Alors, c'est ces deux dimensions sur lesquelles il est possible d'intervenir pour améliorer la situation actuelle des enseignants qui débutent. Et pour surtout éviter qu'un apport positif comme ça ne s'effrite à travers soit leur première année ou à travers la deuxième année si finalement ils ne reçoivent pas le soutien ou l'encouragement qui est nécessaire. On va jeter un coup d'œil au niveau du rapport au monde de l'enseignement, les composantes de l'expérience, tout le temps dans le sens, il faut comprendre ce qui est indiqué ici, les composantes de leur expérience qui avaient un apport favorable au développement professionnel des enseignants et des débutants. Relation, je trouvais ça intéressant hier en visionnant la vidéo, qu'il y a des points parce que les enseignants qui débutaient, leur témoignage confirmait bien aussi ce qui était ressorti en études. Donc, relation avec autrui, travail en collégialité, possibilité de vivre la vraie vie d'une enseignante ou d'un enseignant, implication rapide, l'obtention, c'est sûr, d'un contrat de longue durée en peu de temps, et clarification des composantes de la profession. Qui apparaît par rapport au monde de l'enseignement qui est non favorable, on s'en doute bien, mais ça ressort, il faut le dire, un contexte scolaire désorganisé, des procédures d'accueil défaillantes, diffusion restreinte de l'information, ne serait-ce que d'informations de base qu'on a besoin quand on débute une nouvelle profession, un nouvel environnement, peu de temps pour se préparer, nombreuses responsabilités, peu d'accompagnement, peu de travail en collégialité, ça a un apport favorable, mais quand ça n'en a pas, ça devient complètement défavorable. Peu d'échanges sur la pratique, et aussi les nombreux contrats dans plusieurs écoles à la fois pour vivre les premières années d'expérience. On le sait, les nouveaux enseignants veulent travailler, vous voulez travailler, vous pouvez accepter parce que vous voulez avoir, bon, ça peut être des raisons financières, mais aussi parce qu'on veut avoir de l'expérience, on veut se faire connaître, être sur des bonnes listes. On accepte plusieurs contrats, mais peut-être qu'on pourrait aussi peser les personnes responsables, les personnes ressources qui attribuent les contrats pour vérifier jusqu'à quel point c'est des conditions qui sont vraiment difficiles dans lesquelles ils se mettent. Et ici, j'aimerais ajouter que, au niveau des attentes, contrairement à ce qu'on lit souvent dans certaines documentations, que les enseignants qui débutent arrivent avec des attentes irréalistes, puis là, ils font face à la réalité. Contrairement à ce qu'on dit, leurs attentes n'étaient pas irréalistes. Exemple d'attente, c'était de recevoir un soutien professionnel. C'est pas irréaliste. C'était d'avoir les informations de base, ne serait-ce que de savoir quand les bulletins vont arriver, comment on fait les bulletins, les procédures administratives, les personnes ressources, des visites d'école, c'était pas irréaliste. Un autre type d'attente qui était énoncé, c'était aussi bien d'avoir le matériel adéquat pour enseigner, le mobilier approprié également. Alors, c'est ce qui ressortait dans, par exemple, des attentes qu'on pouvait avoir. C'est pas irréaliste. Alors, il y avait d'autres choses, mais ce qui ressortait, c'était quand même frappant. Que je tenais à vous partager. Ensuite, bon, manière de ressentir et de comprendre leur expérience, bien, les composantes favorables,
qui est ressorti sur reconnaissance d'autrui par rapport à leur travail, s'ils sont capables de réaliser qu'il y a une reconnaissance du travail qui est fait. Sentiment d'être à la hauteur, donc de ressentir qu'on est capable d'enseigner et de gérer une classe. Ça a un effet très positif sur leur manière de ressentir et de vivre leur expérience. Motivation manifestée et les apprentissages qui sont réalisés par les élèves, très important aussi, et l'apport positif de leur questionnement sur leur pratique et la réflexion sur leur expérience. Composante qui était non favorable et ne pas être prêt ou prêt psychologiquement pour travailler avec plusieurs élèves perturbateurs. Et aussi, ne pas être prêt psychologiquement à vivre des expériences déroutantes qui sont liées à la profession et sont ajoutées sans être soutenues. Puis aussi une compréhension insuffisante de la réalité sociale et familiale des élèves issus des milieux défavorisés. Et ce que je trouve ici important d'ajouter, c'est que bien que je parle ici que ça a un apport favorable, l'apport positif de leur questionnement, mais bien que les remises en question ont ressorti comme quelque chose de formateur, lorsqu'elles vivaient des difficultés, l'effet formateur tardait à venir, lorsqu'il n'y avait pas le soutien ou l'encouragement. Alors, au terme de l'année, ils pouvaient regarder un regard, prendre une distance et voir que ça avait été une expérience finalement positive. J'ai appris, j'ai grandi, bon. Mais dans l'action même, si elles avaient pu être soutenues, et cet apport positif-là, et le questionnement et tout ce que ça pouvait amener au niveau de l'enrichissement sur la réflexion sur leur pratique aurait été plus grand si elles avaient été soutenues davantage. Voilà. Alors, je vais conclure, mais avec plusieurs diapositives qui vont, à partir de mes résultats, j'arrive à quelque chose qui m'est apparu des recommandations essentielles et importantes. Donc, à l'aide de plusieurs diapos, je me trouve à répondre un peu à la question qu'on nous pose aussi aux conférenciers, donc de trouver des éléments de solution pour une insertion professionnelle réussie. Alors, bien, c'est sûr qu'à partir des résultats, c'est-à-dire ce qui est apparu favorable, donc on doit le conserver, et ce qui est apparu défavorable, donc il faut le transformer, il a été possible de formuler des recommandations qui concernent les enseignants et les enseignants débutants, la formation initiale et le milieu scolaire. C'est ce qui est ressorti de l'analyse et des résultats que j'ai obtenus. Il semble comme y avoir une importance au niveau d'un travail de concertation entre ces trois composants. Alors, par exemple, au niveau des enseignantes et des enseignants débutants, je crois qu'il y en a dans la salle présentement, je crois qu'il est crucial de reconnaître l'importance de prendre en main votre propre processus d'apprentissage et de formation continue. Je veux dire aussi de recourir aux ressources qui sont mises à votre disposition dans le milieu. Il y en a des ressources, il faut recourir à ces ressources. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est professionnel. Ne pas perdre de vue que vous êtes aussi les premiers responsables de votre développement. Donc, de ne pas hésiter à faire preuve d'autonomie, d'initiative et de créativité. Et de clarifier vos croyances et vos valeurs concernant les différentes composantes de la profession, au niveau de la gestion, de l'enseignement, de la planification et de l'évaluation. Des moyens efficaces pour y arriver, on peut penser dans des discussions avec les collègues, l'analyse sur sa pratique, des lectures aussi sur la pédagogie ou en éducation, le perfectionnement également. Eux sont des moyens quand même accessibles, faciles, qui peuvent aider à clarifier nos croyances, nos valeurs, puis notre identité professionnelle. Au niveau, sur le plan de la formation initiale, il y a du boulot. J'ai retenu 8 éléments. Il y a du boulot à faire, mais comme je dis, c'est un travail ensemble qu'on doit faire. Alors, il est apparu qu'il serait intéressant d'intégrer une formation psychologique dans le programme. C'est-à-dire d'aller, en plus d'aborder le développement psychologique de l'enfant, bien aussi d'aborder la conception humaine, comment les êtres humains ont vit, et puis, dans le fond, dans le but peut-être de mieux comprendre les ruptures, les transformations, les inquiétudes qu'on peut vivre lorsqu'on vit des événements importants tels qu'une nouvelle carrière. Alors, je pense que ça pourrait être important de l'intégrer.
déjà du travail qui se fait, il n'est pas le temps de mettre l'accent sur l'importance de clarifier les fondements sur lesquels repose le modèle d'enseignement et de gestion de classe. Je disais tantôt pour les enseignants, c'est important de le clarifier, mais aussi de notre côté, au niveau de la formation initiale, mais il faut y mettre l'accent. Il faut peut-être leur donner des moyens, les amener à réfléchir à ce niveau-là. Mettre davantage en perspective les liens entre la théorie et la pratique également. Insister sur l'importance d'effectuer des stages dans des milieux difficiles. C'est important. Et aborder plus intensément les stratégies de gestion de classe et d'adaptation à l'enseignement. Avec la réforme aujourd'hui, au niveau de l'adaptation de l'enseignement différencié, c'est important qu'on devrait mettre plus d'importance au niveau de la formation initiale. Sensibiliser davantage à la réalité sociale et familiale des enfants issus des milieux défavorisés. Ça leur permettrait peut-être de mieux comprendre et d'intervenir de façon plus adéquate. Responsabiliser les étudiants et les étudiantes à prendre en main. Moi, je disais tantôt, oui, il faut qu'on le prenne en main, mais il faut aussi, de notre côté, au niveau de la formation initiale, les responsabiliser, en parler, donner des moyens pour prendre en main leur propre processus d'apprentissage et de formation continue. Et également, mettre en évidence que s'interroger sur sa pratique, s'informer et demander de l'aide, ce sont des gestes, et je le disais tantôt aussi, ce sont des gestes professionnels. Quand on sent le besoin d'aide, quand on sent que notre manière d'être, notre bien-être dans la classe est brimé, ou bien que ça a un effet sur la qualité de l'enseignement, il faut demander de l'aide. Il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider. Sur le plan des pratiques, donc je me rapproche du milieu au niveau de l'intégration des enseignants dans le milieu scolaire. Ici, j'en ai retenu 5. Alors, mettre en place, on le sait, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, donc mettre en place un dispositif d'accompagnement visant une intégration harmonieuse du personnel enseignant et un enseignement de qualité. À l'intérieur d'un dispositif d'accompagnement, il est important de répondre aux besoins des enseignants débutants et de mettre en place des éléments qui, moi, sont apparus à partir des résultats essentiels. Alors, il y en a plusieurs, j'espère que le rouge est quand même assez clair, je vais en parler, qui devraient, dans un dispositif d'accompagnement des enseignants qui débutent, on devrait prévoir des échanges fréquents sur la pratique, des périodes d'observation, de façon à ce que les enseignants qui débutent peuvent prendre conscience des manières de faire des enseignants qui ont d'expérience. On les a déjà observés en stage, on les observe pour peut-être les évaluer, on les observe, mais eux aussi, c'est très enrichissant d'aller observer des enseignants qui ont de l'expérience, les voir faire, voir leur manière de procéder. Alors, ouvrir notre porte, ouvrir nos classes à des périodes d'observation. Analyse réflexive sur la pratique éducative. Confirmation, qu'on leur confirme la justesse de leur décision, qu'on leur dise que oui, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pris comme décision, c'est juste. On l'a souligné, c'est valorisant au niveau d'estime de soi, mais de se faire confirmer. Ils ne sont pas tout seuls dans leur petit monde. Reconnaissance de leur rapport professionnel dans une équipe. Et ils arrivent avec des idées, ils ont eu une formation, ils ont une expérience, une histoire personnelle, alors de reconnaître leur rapport professionnel. Soutien pour déceler les élèves nécessitant plus d'aide dès le début de l'année. Ils ont besoin, ils ne sont pas habitués, c'est tout à fait normal, ils ont besoin d'aide. Et de l'information sur le fonctionnement de l'école, la commission scolaire et du syndicat. Il y a peut-être possiblement plus que ça, mais à partir des résultats, c'est ce qui ressortait qu'on devrait avoir dans un programme, un dispositif d'accompagnement. Également, il faut valoriser le rôle des accompagnatrices et des accompagnateurs. Je dirais aussi de transformer les pratiques du corps enseignant pour un travail plus marqué en collégialité. On peut penser qu'avec la réforme, ça devient de plus en plus, mais de ne pas le faire de plus, c'est important. Et ça aide le travail d'équipe à intégrer tous les nouveaux enseignants. D'évaluer, je soulignais tantôt, d'évaluer la lourdeur de la tâche qu'on impose aux novices par rapport aux instances que ça peut avoir sur leur développement professionnel et la qualité en ligne de l'enseignement qui est et d'inciter les membres de la direction à rencontrer individuellement et à soutenir les nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants. C'est ce type de rencontre, dans ma recherche, est apparu
très valorisante, très motivante au niveau de l'estime de soi quand il y en avait. Mais malheureusement, il y en avait peu. Et bien, je crois que c'est un moyen important qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, et qui ne cesse que de voir comment se déroule son année, mais aussi d'amener à faire les bilans de réalisation des compétences à parfaire, puis un plan de formation continue. Alors, les rencontres individuelles peuvent apporter beaucoup. Alors, je vais terminer un peu plus plutôt pour 30 minutes. Alors, j'aimerais quand même dire en conclusion qu'il faut garder à l'esprit qu'on soit enseignant débutant, qu'on soit enseignant associé, accompagnateur, direction d'école, formateur à l'université. Il ne faut pas perdre de vue qu'après la formation initiale, il y a encore beaucoup de facettes inexplorées et les enseignants qui débutent, c'est tout à fait normal de ressentir le besoin d'être soutenus dans leur démarche. Alors, il ne faut pas le perdre de vue et il n'y a pas de doute, on le sait, je me répète, mais qu'un dispositif d'accompagnement est nécessaire et crucial. On a une dynamique, une relève dynamique dont on doit prendre soin et puis, bien, il faut passer à l'action parce que c'est possible une insertion professionnelle, une insertion dans la nouvelle carrière, que ce soit réussi. Voilà.